je m'appelle Israël Bernard Feldman, on a oublié le Bernard, puisque je suis parti en Israël il y a une trentaine d'années. Je suis très reconnaissant à M. Marceau, qui a tenu à inviter des Israéliens, le professeur, vous l'entendrez tout à l'heure, il y a d'autres Israéliens. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que nous avons fait depuis 2003, d'ailleurs, c'était le docteur Zucca qui vient de parler, des échanges entre la France et Israël. Malheureusement, avec ce qui se passe sur le plan politique, le dernier congrès que nous avions fait à Toulouse, eh bien, s'est terminé encadré par des CRS, parce qu'il s'agissait d'Israël et d'Israéliens qui venaient. Alors, c'est un peu tombé à l'eau tout ça, mais nous allons reprendre ça. J'ai participé à un congrès mercredi dernier à Tel Aviv, organisé par l'Ordre des avocats, et des psychiatres, de manière à ce que finalement on reprenne un peu ces échanges entre la France et Israël. Alors, je vais parler aujourd'hui de victimologie et de psychanalyse. Bon, vous allez vite comprendre pourquoi, parce que ça s'oppose pas mal dans les deux camps. J'ai pris comme exemple l'inceste, et vous comprendrez aussi pourquoi. L'inceste, est interdit, vous savez, dans pratiquement toutes les cultures, donc c'est un caractère universel. En Israël, où la Bible fait partie de l'enseignement à l'école, donc la Bible est très claire par rapport à l'inceste, c'est absolument interdit. Si vous lisez ça dans le Lévitique, vous verrez que c'est très complet, l'interdit. Autrement, ça produit ce qu'on appelle le tohu vabohu, ce qui veut dire en hébreu le chaos. Le chaos que j'ai un peu vu hier aux Champs-Élysées. Bon, enfin, c'est autre chose. Alors, donc, il est interdit donc de pratiquer l'inceste pratiquement partout, sauf dans certaines civilisations dans le passé. On sait très bien, par exemple, chez les Égyptiens, eh bien, c'était même recommandé que les pharaons épousent leurs sœurs, etc. Alors, chez les Grecs aussi, c'était interdit, mais c'était un privilège des dieux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la possibilité d'union incestueuse. Et si on pratiquait cela, ça voulait dire que, eh bien, on voulait être un dieu. C'est un peu ce qui se passe un peu dans la Bible aussi, lorsqu'on voit au Jardin d'Éden, lorsque le serpent s'approche d'Ève et lui dit, si vous mangez de ce fruit interdit, de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Donc, derrière l'inceste, il y a toujours ce désir d'être Dieu, d'être un Dieu, de connaître parfaitement, puisqu'on sait très bien que connaître, par exemple, l'acte sexuel, c'est une connaissance complète entre un homme et une femme ou entre d'autres personnes. Donc la connaissance absolue est liée à cet interdit de l'inceste. Juste encore, je ne vais pas vous sortir toute la Bible aujourd'hui, mais lorsque Ève, dans la Genèse, accouche de Caïn, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel. Bon, évidemment, j'avais assisté, avant de partir en Israël, à des séminaires avec Françoise Dolto, d'ailleurs, où justement elle faisait remarquer que non, c'était pas avec l'Éternel qu'elle avait fait l'enfant, mais avec Adam. Or, Adam n'ayant pas de père, ça a donné, c'était l'interprétation de ce tueur qui a tué Abel. Voilà, donc je ne vais pas continuer dans cela. Ce que je voudrais dire, c'est que l'inceste est donc tabou, ce qui va nous amener peu à peu à Freud. Alors pourquoi j'ai voulu intervenir sur ces deux thèmes? C'est un peu mon histoire personnelle. Je suis arrivé à 15 ans en France et j'ai étudié, et puis j'ai fait une formation psychanalytique, c'est-à-dire didactique, ensuite avec guidance, etc. Et lorsque je suis parti en Israël, je suis tombé sur un pays en guerre, où les événements s'enchaînent en permanence, c'est-à-dire les attentats, la guerre, etc. Et effectivement, je ne voyais pas vraiment où placer ma psychanalyse là-dedans. C'est trop près? Je ne voyais pas où placer la psychanalyse là-dedans, encore qu'il y a une société israélienne de psychanalyse. Mais disons rapidement, je me suis retrouvé à, un travail d'urgence. J'ai dû faire l'armée comme tous les Israéliens, et je me suis retrouvé dans une unité de soins aux victimes.
victimes de guerre, donc les soldats avec le choc de guerre ou les parents endeuillés, les attentats, etc. etc. J'étais formé d'ailleurs par l'armée dans ce domaine de la victimologie. Donc voilà pourquoi j'ai tenu à intervenir aujourd'hui sur ces deux thèmes, parce que je travaille dans les deux thèmes. C'est-à-dire je suis psychanalyste, je suis resté, et je suis également victimologue. Alors, l'inceste, pourquoi? Parce que c'est là que se joue, je dirais, la séparation ou l'affrontement entre beaucoup de victimologues et de psychanalystes. Tout ça, pourquoi? Bien, vous le savez très bien, à cause du fait que Freud, à un moment, disons, n'a plus voulu prendre l'inceste réel, mais l'inceste fantasmé, d'où, après, toute la théorie sur le complexe d'Oedipe, etc. Alors, pour Freud, le désir d'inceste est naturel, c'est-à-dire que ça vient chez l'enfant en réponse au désir sexuel de ses parents. Mais à cause du mythe originel du meurtre du père de la horde primitive, donc ça a été prohibé. Alors, Freud dit, chez tout être humain mâle, eh bien, il y a une tendance à vouloir tuer son père, forcément parce qu'il lui interdit l'accès à la mère, et une tendance donc à épouser sa mère, d'où après toute la construction que l'on sait par rapport à l'Oedipe. Bon, Lacan avait repris cela le 4 juillet 1956 lors de son séminaire consacré aux psychoses. Il avait parlé donc de l'interdit de l'inceste avec la mère, parce que s'il y a inceste avec la mère, donc il y a forclusion, c'était son terme, vous le savez bien, du nom du père. Donc un rejet fondamental de tout l'univers symbolique du sujet, et donc le risque de psychose. Parce que le signifiant est forclos, c'est-à-dire le père est forclos. Donc si le père pratique l'inceste avec son enfant, eh bien il n'est plus le père nommant, il est autre chose. Alors on a reproché du côté de pas mal de gens et des victimologues à Freud d'avoir relégué à partir de 1897, comme je disais, la théorie de la séduction traumatique, c'est-à-dire l'inceste réel, au profit de celle de l'imaginaire oedipien, c'est-à-dire l'inceste fantasmé. Bon, il faut savoir que Freud n'a pas renoncé à l'inceste réel facilement. C'était pas facile pour lui. Bon, c'est vrai qu'il entendait beaucoup de patientes leur raconter que leur père avait été incestueux avec elle, mais le reniement de Freud a été douloureux. Ça ne veut pas dire qu'il a nié l'inceste réel. Là aussi, c'est très, très important, parce que beaucoup pensent que, chez les victimologues, donc, que les psychanalystes ne se réfèrent qu'à l'inceste fantasmé et non pas à l'inceste réel, d'où l'abandon de ceux ou de celles qui ont vécu tout cela. Donc, comme je disais, c'était pour l'élaboration de sa théorie du complexe d'Oedipe que Freud s'est dirigé dans cette direction. Alors, du coup, certains victimologues spécialistes de la maltraitance intrafamiliale déplorent cela. Ils disent, bon, alors, tout est histoire de complexe d'Oedipe, et puis on oublie finalement les victimes. Et c'est ce qui explique aussi la violence actuelle des affrontements entre les tenants de la violence réelle et ceux de la violence fantasmée qu'ont fait le mouvement MeToo aux États-Unis ou Balance ton port en France, et ça commence aussi en Israël. Donc, c'est-à-dire, non, ça s'est bien arrivé. Alors, Marie Balmary, dans L'homme au statut, a questionné ce mythe de l'inceste fantasmé, et pour elle, c'était parce que, eh bien, Freud avait peur de salir son père, Jacob Freud, c'est-à-dire de dire du mal des pères en général. Elle a eu beaucoup d'ennuis, vous le savez. Jean Laplanche a refusé de soutenir sa thèse, L'homme au statut. Alors, du temps de Freud déjà, il y en avait qui étaient des tenants de l'inceste réel. C'est pour ça qu'on doit parler de Sándor Ferenczi. Et beaucoup de victimologues s'accrochent à Sándor Ferenczi parce que là, on peut trouver ce traumatisme sexuel précoce véritable dans les travaux de Ferenczi. Ferenczi, vous savez, a écrit ce livre « Confusion de langue entre les adultes et l'enfant » où il montre
combien l'enfant victime d'agression sexuelle de la part de son père ou de son beau-père ou de son grand-père, ça peut arriver, ou de son grand frère, eh bien, subit un choc terrible, inattendu, écrasant, qui va le gêner pour évoluer dans son psychisme. Il devient passif, il devient paralysé, il devient même muet. Et c'est pour ça que Ferenczi a inventé la technique active dans ses thérapies où il intervenait beaucoup pour permettre aux sujets qui avaient vraiment vécu l'inceste eh bien, de pouvoir s'exprimer. Alors, bon, vous savez bien que Ferenczi a été durement contesté par Freud, même si à la fin de sa vie, Freud lui a rendu un vibrant hommage. Donc, certains disent que Ferenczi était un psychanalyste pas très orthodoxe, qui insistait trop sur le traumatisme réel. Alors, je ne vais pas revenir sur le DSM-4, dont vous avez déjà, le DSM-4 et 5 d'ailleurs, dont vous avez parlé, mais c'est vrai qu'il y a cet affrontement entre les tenants du corps, j'allais dire, et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit la descendante de Sigmund Freud tout à l'heure, au début, parce qu'il n'y a pas de contradiction. En fait. Et puis les tenants de ceux qui sont que pour l'origine psychique des problèmes. J'ai une petite blague à vous raconter, c'est pas vrai, hein, mais c'était sur un plateau de télévision. Il y avait donc un organiciste qui défendait beaucoup tout ce qui était corporel, et en face de lui, il y avait un psychanalyste. Et ils ont commencé à parler, ça n'allait pas du tout entre eux. Et puis le psychanalyste se retourne vers celui qui les interviewait, et puis il a dit « Mais pourquoi vous m'avez mis cet idiot en face de moi ?» L'autre s'est mis en colère. « Vous me traitez d'idiot !» Il dit « Tiens, je vais prendre votre tension maintenant, ainsi que votre rythme cardiaque, en fait tout, quoi. Vous allez voir ce que la parole peut faire. Elle peut détruire comme elle peut reconstruire. » Donc de dire que la psychanalyse ne sert plus à rien, ou la reléguer dans l'histoire, c'est complètement loufoque. Alors, maintenant, en Israël, il y a eu un congrès qui s'intitulait le syndrome de la mémoire sélective ou processus de refoulement chez les survivantes de l'inceste. C'était organisé par la Fédération des centres de thérapie des victimes d'agressions sexuelles. Et celle qui a parlé s'appelait Afi Ziv, et elle a beaucoup insisté pour montrer que la mémoire de l'inceste est très difficile à cerner. Parce que la plupart des patients ou patientes, mais surtout des patientes qui viennent dans ces centres, eh bien, ne se rappellent pas des détails, etc. Il y a une amnésie sélective, on le sait bien. Et donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est ça qui est très difficile. D'ailleurs, ça a été tellement loin que souvent, il y a même aux États-Unis une association qui s'appelle le Fonds pour le syndrome de la mémoire faussée, qui a été donc institué par le docteur Farid. Pourquoi? Parce que lui-même avait été accusé d'inceste par sa fille, parce que sa fille lui en voulait, il ne la laissait pas sortir le soir. Et c'est après multiples procès et tout que sa fille a enfin avoué, non, c'était pour me venger de mon père. Donc il a créé cette association, et même en Israël aussi, on parle de ça, dit attention, il y a beaucoup effectivement d'inceste fantasmé. Il faut faire très attention de ne pas commencer à condamner tout le monde, tous les pères, etc. Alors, comment s'en sortir? Et je crois que là, encore une fois, la petite fille, l'arrière-petite fille de Freud, tout à l'heure, disait qu'il y a un langage du corps. Effectivement, beaucoup de ceux qui s'intéressent à l'inceste réel, notamment en Israël, insistent sur le fait qu'on peut voir par certains symptômes, si on arrive bien à les cerner, par des comportements corporels, qu'il s'est passé quelque chose, une effraction dans le corps. Et bon, vous allez me dire, c'est très dur, parce que, par exemple, ils disent le problème de poids inexplicable, nervosité dans les gestes. Bon, moi je suis très nerveux aussi, alors donc. Posture caractéristique. Ça va aller, merci. Merci, docteur. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un certain nombre de symptômes qu'on essaye de cerner pour pouvoir cerner effectivement la véracité de cet inceste. Alors, il faut dire que ces centres de thérapie pour les victimes d'agressions sexuelles sont très marqués par le féminisme.
Parce que là aussi, on a parlé de cela un peu tout à l'heure, M. Pommier, donc à propos du traitement réservé aux femmes au cours de l'histoire, et pas que de l'histoire d'ailleurs, eh bien, dans les mouvements ultra-féministes, eh bien, on est en colère contre la psychanalyse aussi. Parce qu'on dit, bon, on va tout expliquer. Bon, papa a eu des problèmes avec son papa, donc c'est normal qu'il se jette sur moi, etc., etc. Donc, cette position aussi idéologique est gênante parce qu'elle ne permet pas la véritable réflexion. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'inceste produit des blessures psychologiques irréversibles et très importantes. Donc, il est donc nécessaire, encore une fois, de faire cette enquête par rapport à l'amnésie. L'amnésie sélective, c'est très difficile. Il faut prendre son temps. Il ne faut pas repousser tout de suite la personne, la femme qui vient, ou parfois l'homme qui vient pour dire, voilà, j'ai été agressé par mon père, mon grand-père, mon frère, etc. De dire, bon écoute, on sait, hein, bon, tout le monde parle de ça. Et il faut l'écouter. Il faut prendre son temps, de manière à ce qu'on puisse rentrer dans cette mémoire. Alors là aussi, le docteur Farid n'est pas tellement d'accord aux États-Unis, parce qu'il dit par l'hypnose, on peut induire des faux souvenirs. Enfin, tout cela est très, très connu. La mémoire, elle fait pas mal défaut. Donc, on va essayer de faire une enquête, j'allais dire psychologique, très importante, pour pouvoir déterminer si vraiment il y a eu un inceste réel ou c'est fantasmé. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voudrais juste dire un mot sur le parent incestueux et de voir combien la psychanalyse aussi est importante pour comprendre son comportement. En général, donc comme je disais, le parent incestueux, c'est le père ou le beau-père ou le grand-père ou le grand frère. Mais les mères sont aussi parfois mentionnées. J'ai eu à traiter d'ailleurs deux cas de jeunes femmes qui ont été agressées, une par sa belle-mère, c'est-à-dire la deuxième femme de son père, et l'autre par sa grand-mère. Mais vraiment gravement sur le plan incestueux. Au départ, j'y croyais pas tellement non plus. Et puis après, enquête, et puis vérification auprès du père de la fille et auprès des autres personnes de la famille pour la grand-mère, ça s'est avéré exact. Donc, en général, c'est l'homme. Mais justement, l'homme a dans son développement, et Freud l'a très bien montré, disons, un risque, vous en avez un peu parlé. Ce risque, bon, tourne autour de quoi? On le sait très bien, la castration, la peur de la castration, qui fait que finalement, ces parents incestueux, ces pères incestueux ou ces grands-pères, eh bien, eux-mêmes n'ont pas réglé ce problème. Et donc, prendre une petite fille et en profiter, ou un petit garçon, sexuellement, eh bien, c'est se rassurer. Et c'est très difficile après de coincer ces personnes parce qu'ils vont dire, évidemment, que l'enfant les a séduits. Voilà, donc, par nature, l'enfant est soumis. 3 minutes, d'accord. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Donc, par nature, l'enfant est soumis à l'adulte. Donc, il peut tomber dans le risque d'inceste réel. Parce que l'enfant va être manipulé, etc., etc. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Ce que je voulais dire, surtout pour conclure, c'est que je me suis rendu compte que ceux qui s'opposent comme ça, que ce soit des victimologues ou des psychanalystes, eh bien, c'est parce qu'ils se réfèrent d'abord à des théories. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'intervention de M. Pommier, c'est justement il a donné des cas. C'est-à-dire que finalement, c'est vrai que la psychanalyse a son mot à dire dans toute la société, du niveau politique, etc. Mais en général, le psychanalyste, lui, est confronté à des cas. C'est-à-dire qu'il parle de ce qui se passe réellement. Si quelqu'un se réfugie dans la psychanalyse simplement comme théorie, là, il y a un risque de déviation. De la même manière, des victimologues qui sont absolument persuadés que la psychanalyse n'a plus rien à faire, eh bien, sont aussi dans des théories. Et en fait, lorsqu'on est face à un patient qui souffre, eh bien, il faut le soigner. Merci. Bien. Peut-être des questions. Madame là-bas. Je rebondis sur le fait qu'on n'a pas parlé d'inconscient. Parce qu'avant tout, l'inceste, c'est l'inconscient, en fait. Oui, bien sûr.
c'est la mythologie. Et pourquoi on met ça un peu en image par rapport à la mythologie grecque, parce que c'est aussi sur le plan inconscient que ça se passe et non sur le plan conscient. Et après, la difficulté dans les cas extrêmes de situations où les gens vivent réellement des situations d'inceste, là, effectivement, la psychanalyse a son mot parce qu'il y a une inversion qui se passe du coup au niveau de l'inconscient et de conscient et au niveau de la pulsion, et donc du coup les choses s'inversent, et c'est pour ça qu'elle a son importance, et que le savoir si ça s'est passé ou pas passé, en tout cas la trace elle est psychique et inconsciente, et le fait de le mettre en parole, ça permet de remettre les choses à leur niveau, au niveau pulsionnel et au niveau psychique et libidinal, et c'est pour ça que c'est compliqué. Voilà, je voulais juste, l'inconscient, c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser. Oui, je suis tout à fait d'accord. Simplement, je ne voulais pas rentrer dans toute la théorie de la psychanalyse, mais il est certain que l'inconscient a son rôle à jouer. Et d'ailleurs, je parlais de mémoire sélective, pourquoi il y a ce refoulement, pourquoi il y a cet oubli. J'ai eu une patiente qui me racontait que son père était beaucoup plus âgé qu'elle, avait été à Auschwitz. Et lorsqu'il est revenu d'Auschwitz et qu'il s'est marié avec sa mère, donc il a eu un comportement incestueux avec ses sœurs plus âgées et avec elle. Mais elle est venue me voir parce qu'elle ne se rappelait absolument de rien. Il a fallu donc que tout ça remonte à la conscience, parce que c'était complètement refoulé, disparu. Et comment c'est revenu à la conscience? C'est lorsque son père est mort et qu'il a été enterré, eh bien, ses 3 grandes sœurs ont craché sur le corps. Alors, elle ne comprenait pas. Vous êtes folle, pourquoi vous crachez sur le corps de papa? Tu ne te rappelles pas? Non, elle ne s'en rappelait pas. Donc, l'inconscient joue également du côté des agresseurs, évidemment. Donc, je ne voulais pas trop m'étendre. Juste un petit mot. Je crois que le docteur Feldman l'a dit, mais entre les lignes, parce qu'il y a un temps imparti. Mais vous avez souligné à quel point ça a été un arrachement, un deuil presque impossible pour Freud dans sa correspondance à Fliss, lorsqu'il dit « Je ne crois plus à ma neurotica ». C'est-à-dire qu'il commençait à s'éveiller à la dimension fantasmatique du pseudo-protone, le pseudo-mensonge de l'hystérique, et des phénomènes réels. C'est-à-dire, c'est très difficile encore aujourd'hui, malgré toutes les sciences, malgré les hypnoses, les techniques actives ou de Ferenczi, de discerner le réel du fantasmatique.